Bonjour à tous, bienvenue, c'est vendredi, ensemble c'est mieux. Le week-end qui s'annonce est un petit peu pluvieux, c'est aussi la fête des mères, alors on a le parfait cadeau pour vous, pour votre maman, pour une amie qui aime lire. C'est ce livre qui vient de sortir, ça s'appelle L'appartement du dessus et j'ai le plaisir d'accueillir Florence Herlemann, qui est son auteur. Alors Florence, on va partir en voyage avec vous pendant 50 minutes avec Hectorine et Sarah. Absolument. Vous êtes prêtes? On y va, envoyez le sommaire. Et si on jouait aujourd'hui avec les cartes de Laetitia, la justice, le pape, la force, vive les symboles. Laetitia a créé le jeu de la vie, un tarot coloré, joyeux qui nous permet de nous mettre à l'écoute de nous-mêmes, de cheminer. Après les cartes, les mots, Guillaume Terrien, notre champion d'orthographe, revient sur le plateau d'Ensemble c'est mieux pour nous aider à apprivoiser, dompter, voire cajoler notre orthographe. Avec Guillaume, la dictée, c'est totalement ludique. Enfin, le chef du jour est pâtissier Étienne Culot. Étienne est fou de baba au rhum, un gâteau traditionnel qu'il twiste, revisite, réinvente. Aujourd'hui, il nous propose sa dernière version, le baba façon Morito fraise. C'est de saison. Voilà, je vous vois déjà saliver d'avance, c'est un bien beau menu. Alors, comme d'habitude, je vous présente cette belle tablée du vendredi, aux côtés de Florence, notre champion d'orthographe, qui revient sur ce plateau avec grand plaisir, Guillaume Terrien. Et vous allez nous faire jouer avec les mots, Guillaume. Bonjour, et on est très contents. Laetitia Laforêt, vous êtes maman de 3 enfants, prof de français, et vous venez nous présenter, Laetitia, votre très très joli jeu de tarot, le jeu de la vie, dans quelques instants. Bonjour Valérie. Avec nous également le chef du jour qui est pâtissier, Étienne Culot. Vous êtes installé à Grenoble, place Championnet, et ça s'appelle tout simplement la pâtisserie Étienne Culot. Étienne Culot, comme ça, on est fixé. Et vous allez nous réaliser un gâteau très très ancien, très traditionnel. Absolument. Mais c'est votre version. Absolument. Un baba morito. Un baba morito fraise. On sent déjà les fraises. Florence Herlemann, alors comment est-ce que je dois dire ? Auteur, auteureux, écrivain, écrivaine, autrice, qu'est-ce que vous choisissez ? Auteureux. Auteureux, je crois que c'est ce qu'on a choisi après un débat, bulte débat. Vous n'êtes pas écrivain de profession ou écrivaine de profession, mais l'écriture vous a toujours habité. Oui, absolument. J'écris depuis plusieurs années. Alors, vous avez un pied entre Bourgoin, près de Lyon, et un pied à Paris. Vous travaillez dans une entreprise de rénovation. Oui. Et puis, au milieu de tout ça, vous écrivez. Et vous venez nous parler de votre second roman, L'appartement du dessous, publié chez Albin Michel. Alors, c'est un livre addictif. Merci. Je remercie ma collègue de France Bleu Isère qui m'a attrapée au passage dans un couloir et qui m'a collé ce livre dans les mains en me disant « Il faut absolument que tu lises ça, il faut absolument que tu invites Florence. » Parce que c'est vrai, on l'ouvre, on tombe dedans et on est fichu. C'est un peu le but. C'est le but. Alors, il s'agit de l'histoire d'Hectorine, une vieille dame qui n'est pas très commode, qui a 100 ans, c'est ça? Oh, c'est pas qu'elle n'est pas très commode. Peut-être au début, un petit peu, mais oui, elle a 103 ans et elle essaie de faire en sorte que sa nouvelle voisine qui vient d'emménager dans cet immeuble réponde à ses lettres. Voilà. Alors j'aime bien lire toujours la première page, et je vais lire la première lettre, alors pas en entier, parce que c'est une belle lettre bien fournie. Paris, ce dimanche ensoleillé du 17 avril. Je ne me présente pas tout de suite. Je m'expliquerai plus tard sur cette volonté que j'ai parfois d'envoyer valser les usages. Certains usages, pas tous, il va sans dire. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûre. Je ne vous donne pas la trentaine, vous êtes une bien jolie fille. On a dû vous le dire un bon nombre de fois. Vous devez avoir du succès, d'où mon étonnement de vous savoir seule. Voilà, ça commence. La lettre se termine. J'occupe l'appartement qui se trouve juste en dessous du vôtre. Je vous souhaite la bienvenue, mademoiselle, dans notre charmant petit immeuble. À bientôt de vous lire, Hectorine. Alors, à bientôt de vous lire. Sarah va pas répondre tout de suite. Non, et pourtant elle l'invite effectivement. Il y a vraiment un conflit intergénérationnel. Donc Sarah, qui a 30 ans, qui vient d'arriver dans cet immeuble, qui est plutôt, qui vit comme les gens de sa génération. Donc on est à l'heure des textos, des mails, du portable, est tout à fait surprise de recevoir cette lettre. Bon, elle comprend que sa voisine est âgée. Elle se dit c'est une espèce de rituel. On me souhaite la bienvenue par le biais de cette lettre.
Elle va pas répondre. Elle essaiera de. Elle se dit tout simplement qu'elle aura forcément l'occasion de la croiser. Et en fait, elle reçoit une deuxième lettre, puis une troisième, et ça devient un peu intrusif. Et elle s'agace et elle s'inquiète un petit peu. Mais mine de rien, elle ne ferme pas totalement la porte. Et la correspondance va s'engager. Alors on s'est posé le problème des lettres, Florence, parce que qui autour de cette table écrit encore des lettres? Je ne sais pas, Guillaume, Étienne, des cartes postales peut-être? Des cartes postales. Laetitia? Plus suffisamment. Et pourtant, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Ça reste un moment privilégié pour certaines personnes et plutôt des personnes qui ont un peu d'âge. Oui. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, un beau papier, un beau stylo. Alors, mais figurez-vous qu'en 1996, déjà, on s'inquiétait de la disparition du courrier et des lettres. Et la Poste avait lancé la Journée nationale de la lettre. On va voir un extrait de ce reportage de Lina. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change, ça change. Ouais, chère Agnès, comment vas-tu Tout dépend. Bon, si c'est des amis chers, je mets toujours chers amis. Ou, Bonjour, tout va bien, il y a du soleil. Soleil, paysage magnifique. À bientôt. Nous avons un peu perdu le sens de la formule et le goût de l'écriture. Pour raviver notre flamme, la Poste a donc décrété une journée de la lettre, premier concerné les scolaires qui ont pris leur plume un samedi. Cher papa, le 11 mai, avec la classe, nous avons été à la Poste pour faire un concours de la plus belle lettre. Je termine par leur dire comment je vais, moi. Par dire ma famille un peu. Puis après, je leur souhaite plein de bonnes choses. Je sais pas comment les écrire, mais j'en ai beaucoup, mais je sais pas comment écrire. Voilà, le petit minou qui ne sait pas comment écrire. Est-ce que vous croyez, Florence, qu'un jour, on reviendra aux lettres? Oh, je ne sais pas. Il faut que ça reste un plaisir. Donc, personne, il n'est pas interdit aujourd'hui de prendre une feuille de papier, un stylo et d'écrire une lettre à quelqu'un. Mais c'est tellement plus facile, un texto, un mail, ça va tellement plus vite. En fait, on est pressé par le temps tout le temps. Plus ça va, plus il faut aller vite. Et c'est vrai que écrire une lettre, ça prend du temps. Mais alors, il y a d'autres formes de littérature. Regardez Bernard Pivot qui excelle dans sur Twitter, en quelques lignes, en quelques mots, il arrive à créer de la poésie. Oui, mais en même temps, Twitter, on a un nombre de caractères limité. Donc alors c'est un peu moins limité, mais ça reste comme un petit haïku, un petit poème. Oui, on peut aussi, oui. Alors on va continuer le voyage avec Hectorine et Sarah. Je dirais qu'il y a une unité de lieu, mais pas une unité de temps, parce que vous nous faites basculer dans des moments très dramatiques, à savoir la dernière guerre. Oui, Seconde Guerre mondiale. Je l'ai fait en étant extrêmement prudente. Je ne suis pas du tout historienne, donc c'est absolument pas un roman historique. Ce n'est pas non plus un témoignage, mais j'avais envie de mettre un petit peu le projecteur sur cette période assez sombre, uniquement pour apporter ma pierre à l'édifice. C'est un exercice de mémoire, en fait. Voilà. Oui, même on sent, et ça se... il faut le lire, il faut le lire. Alors, dans cette émission, la gourmandise est très, très, très importante parce que pour nous, gourmandise égale partage et lien. Et notre chef du jour ne va pas nous contredire. Donc, c'est Étienne Culot qui est installé, donc je le disais, place Championnet à Grenoble. La pâtisserie Étienne Culot. Depuis combien de temps y êtes-vous installé, Étienne? On va voir des images que Xavier Rivet est allé tourner il y a quelque temps. Du coup, ça fera bientôt 2 ans. 2 ans. Donc c'est tout récent. Tout récent, absolument. Où étiez-vous avant? Alors, je travaillais à Paris avant, et je travaillais dans des restaurants, plus précisément. Je faisais un restaurant qui s'appelait le restaurant La Serre. Quand même, oui, qui est relativement connu, un petit peu connu. Un petit peu. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entreprise? Parce que c'est pas évident. Alors voilà, image magnifique, je ne sais pas comment on fait ça. C'est le tourne-disque, c'est la magie de la le tourne-disque. Absolument. Ça nous a fascinés, et Xavier aussi. Du coup, le début, c'est vraiment quand j'étais tout petit, je pense. J'ai beaucoup aimé cuisiner avec ma mère, ma grand-mère. Ça s'est fait très facilement. Une histoire de transmission et de femmes. C'est le partage, absolument. Je crois qu'il y avait vraiment quelque chose de fort. Du coup, j'ai beaucoup aimé la pâtisserie depuis le début et j'en ai un petit peu fait avec ma mère quand j'étais petit. Mais vraiment, dès le moment où je suis rentré à l'école hôtelière, ça a été une grosse passion. Vraiment quelque chose de...
il fallait que je fasse ça, quoi. Pourtant, la pâtisserie, c'est aussi précis que l'orthographe, si je puis me permettre. On peut dire ça. Après, je pense que moi, j'ai moins de grammaire, on va dire. Donc, oui, mais vous avez plein de contraintes. J'ai plein de contraintes, mais ça reste quand même... tous les jours, on se pose des bonnes questions. On se demande pourquoi, quel temps il fait, l'humidité, tout ça, c'est hyper important. Du coup, c'est bien de prendre beaucoup de recul sur ce qu'on fait. Et je pense que la pâtisserie, grâce à ça, on en prend énormément. À combien j'allais dire, de références de gâteaux vous avez dans votre boutique ? Alors moi, j'aime beaucoup donner le choix. Du coup, le samedi, parce que c'est des journées un peu plus denses, on monte jusqu'à 22 pâtisseries différentes. 22 pâtisseries. Il y en a que vous avez inventées ou... Alors moi, j'aime beaucoup ça. Donc quand je travaillais dans les restaurants où je bossais avant, il y a je faisais énormément de création. Du coup, je suis resté un petit peu dans ce fil-là. L'idée, c'est pas de choquer les cultures. On va pas utiliser des poivres différents comme dans la restauration. L'idée, là, c'est vraiment de faire des choses relativement simples. Et comme je disais tout à l'heure, il faut que ça soit régressif, il faut qu'on ait envie de le manger, quelque chose d'assez simple. Mais on va quand même chercher certaines fois des saveurs un petit peu plus épicées. On a fait des choses au sapin, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup dans la région. Et voilà, pareil, on travaille énormément la noix sous plusieurs formes, torréfiée, non torréfiée. Et alors, à propos de régressif, vous allez nous proposer aujourd'hui un grand classique de la pâtisserie, c'est le baba rhum. Je ne sais pas si vous connaissez le baba, Florence. Oui, j'adore le baba rhum. Ah bah ça tombe bien, parce qu'il y a les pour et les contre. Guillaume et Laetitia, j'espère que vous aimez tous le baba. Alors évidemment, vous l'avez quand même préparé avant, mais on va vous voir tranquillement travailler, dresser, et on se retrouvera dans quelques instants. Pour le moment, je me retourne vers Laetitia. Laetitia Laforêt, je disais que vous étiez maman de 3 enfants. 8 ans, 5 ans et 2 ans et demi. Tout à fait. Je précise parce que voilà, vous êtes très occupée. Vous êtes en congé parental, vous êtes prof de lettres. Oui. Et racontez-moi, qu'est-ce qui a fait que vous avez créé un jeu de tarot, le jeu de la vie? Alors j'utilise les cartes depuis longtemps, non pas du tout dans une dimension divinatoire, mais vraiment comme un outil d'introspection et de connaissance de soi. Et j'ai de nombreux jeux à la maison, mais aucun n'était vraiment l'illustration de ma compréhension des cartes. Et voilà, j'ai profité de ce temps avec mes enfants pour faire cette création qui m'a pris près de 3 ans. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est votre 4e bébé? Parce que Oui, tout à fait. C'est vraiment un accouchement au fil des mois et voilà, un engagement aussi d'oser revisiter ce tarot qui souffre parfois d'être méconnu, mal compris. Alors, effectivement, on peut avoir un recul alors on voit les images, mais nous, quand on a reçu votre jeu, est-ce que vous voyez les images, Florence, ça explose de couleurs, les dessins, ça saute aux yeux, on a envie de les prendre, ces cartes, je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume, mais vraiment, alors en plus du jeu, vous avez fait aussi un petit manuel pour que la personne soit autonome, parce que c'est ça l'objectif. Oui, c'est de pouvoir utiliser ce jeu dans sa vie au quotidien. Moi, je l'utilise beaucoup, mais voilà, lorsqu'on rencontre une difficulté, lorsqu'on a un choix à prendre et que la tête se perd dans les pensées, dans les conjectures, eh bien, cet outil permet de redescendre, écouter la voix du cœur, écouter sa petite voix intérieure, dit Hectorine à Sarah, cette intuition que nous avons tous et que parfois nous oublions d'écouter ou que nous faisons taire. Et c'est vraiment une proposition justement à reconnecter cette voix en nous qui sait très bien ce dont on a besoin et qui nous guide. Je vois Florence sourire, c'est une démarche qui vous plaît, j'imagine. Oui, beaucoup, mais je suis assez là-dedans aussi, oui. Et j'aimerais beaucoup savoir comment ça fonctionne. Ah, mais on va voir ça dans quelques instants. L'émission va continuer, mais évidemment, on va vous offrir un petit tirage simplifié, bien sûr. Mais d'abord, je vous ai demandé dans cette ronde de cartes, très belle, d'en choisir une. Alors, quelle est-elle et pourquoi ? Exercice difficile, je les aime toutes. Ouais. Et j'ai choisi de vous présenter le battleur, puisque c'est la première carte du tarot. Oui. Et pour moi, ce personnage est celui qui, effectivement, va faire la roue du tarot et va rencontrer les arcanes les uns après les autres. Je précise pour notre champion d'orthographe que normalement, on ne parle pas de cartes, mais d'arcanes. Le nom latin arcana signifie secret, mystère, et j'aime bien le rappeler parce qu'effectivement, pour moi, le tarot, c'est un langage mystérieux, mais surtout symbolique et sacré. Et les cartes parlent à des parties de nous qui font appel à nos sensations, à nos émotions et à des parts plus intuitives. Donc ce battleur, c'est un jeune homme. Un battleur, c'est à l'époque un forain, un saltimbanque qui fait des tours d'adresse, des tours de magie.
Et nous le voyons ici avec sa table. Il a sur la table quelques outils, quelques objets. Donc nous voyons une coupe, un couteau, quelques pièces, une paire de dés et dans sa main un bâton. Et nous avons ici le symbole des 4 éléments puisque le couteau représente l'air, le bâton le feu, les pièces la terre et la coupe l'élément eau. Et il a tout en main pour partir à l'aventure. Cette carte nous parle en fait d'un nouveau départ, d'un élan, et elle nous encourage à oser être qui nous sommes vraiment. On comprend pourquoi vous avez choisi cette carte, oui, si je puis me permettre, Laetitia. Alors, vous me disiez que dans chacune de vos cartes, il faut bien regarder les détails, chaque détail compte. Je précise que ce jeu, si on veut l'acquérir, on peut le faire en allant sur votre site qui est très joli, ça s'appelle Révéler l'instant, Florence. Donc, révélerlinstant.fr et c'est là où on peut commander votre jeu de cartes. Alors, le battleur, du battleur, je me tourne vers Guillaume. Je trouve que c'est une image, un symbole qui lui convient assez bien, notre champion d'orthographe. Je vous représente à nouveau. Guillaume, on a eu le plaisir de vous accueillir comme fil rouge sur ce plateau. Vous revenez donc. Et tout le monde vous appelle le champion d'orthographe, mais vous avez créé il y a quelques années une entreprise. Orthodidacte. On est allé faire quelques images de vos locaux. Comment ça fonctionne, Orthodidacte ? C'est un site pour améliorer ses écrits professionnels. Donc on se connecte et on arrive sur un parcours d'apprentissage personnalisé dans lequel on va trouver des cours, des exercices, des petites dictées, des jeux avec d'autres internautes, des vidéos. Oui, ce qu'il faut dire aux gens qui ont un petit peu peur, et on a tous la frousse, c'est que c'est très ludique et que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est pour le lycéen, pour la personne en recherche d'emploi, pour la personne qui veut muscler un peu. Vous m'avez proposé une remise à niveau, voilà. C'est ça, vous avez bien décrit, c'est très ludique et c'est pour tous les publics. Bon, et donc ça s'appelle, on tape orthodidacte et on trouve ça très facilement. Exactement. Alors on va jouer, Guillaume. Évidemment, on vous a demandé de travailler sur le livre de Florence. Vous allez aller au tableau si vous le voulez bien. J'avais un mot à vous proposer avant parce que Laetitia nous a parlé d'arcane. Alors vous me croirez ou pas, j'avais pris des notes avant même que vous m'interpelliez. Oui. J'avais écrit arcane. Pourquoi ? Parce qu'arcane est un mot dont le genre est méconnu. Ah, alors masculin ou féminin ? Masculin. Masculin. Vous voyez, j'aurais peut-être dit féminin. On dit un arcane, oui. Je vous propose d'aller au tableau. Et on a fait une petite sélection, parce que Guillaume, Florence m'a envoyé, il a travaillé jusqu'à la page 100 et il y en avait 3 pages. Alors, on commence. Page 14. Au-dessous du vôtre, en dessous du vôtre. Il faut peut-être préciser que j'ai une façon de lire les livres un petit peu particulière. Ah ça j'imagine. Je ne peux pas m'empêcher de faire des réflexions sur les mots, de la façon dont il est écrit. Alors je sais que c'est pas vous, Florence, forcément qui l'avez écrit comme ça, parce qu'il y a peut-être des correcteurs chez Albin Michel qui repassent derrière. Mais en tout cas, j'observe l'orthographe de chaque mot employé. Est-ce qu'il est dans tel dictionnaire, dans tel autre ? Est-ce qu'il n'est pas Mais vous arrivez à lire, vous êtes arrivé à rentrer dans le livre de Florence ? Complètement, parce que l'histoire est passionnante, ça je le précise, et on rentre tout de suite dans l'histoire. Donc j'ai été captivé, c'est addictif, vous l'avez dit, mais c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir le dictionnaire, d'aller chercher peut-être un sens que je ne connais pas, ou est-ce qu'il est bien dans ce dictionnaire-là et pas dans l'autre. Donc j'ai toujours mes dictionnaires à proximité pour chercher les mots. Voilà. Donc c'est une lecture un petit peu hachée. Page 14, au-dessous du vôtre, en dessous du vôtre. Alors, en faisant référence aussi au titre. Ouais. Au titre qui est particulier. Voilà, en dessous du vôtre. Je peux ajouter du vôtre derrière. Il y a une petite particularité orthographique, c'est qu'il faut mettre un trait d'union à au-dessous, de même qu'à au-dessus, au-delà, au-devant, etc. Mais avec en, on ne met pas de trait d'union. Donc en dessous, en dessus, il n'y a pas de trait d'union. Non, mais vous comprenez qu'on soit désespéré, parce que c'est quand même extrêmement... Je comprends. On pourrait simplifier ce genre de choses. Alors, page 13, les sacs poubelles. Oui, sac poubelle. J'ai retenu, ce mot m'a interpellé parce qu'il a 2 orthographes au pluriel. Et j'en ai donc conclu que soit vous, Florence, soit le correcteur de chez Albin Michel utilise plutôt le Petit Larousse, parce que c'est l'orthographe du Petit Larousse. C'est-à-dire et donc le Petit Larousse l'écrit comme ceci, des sacs poubelles. Alors que le petit Robert va l'écrire sans trait d'union avec un S à poubelle. Oh, incroyable. Voilà. Et alors comment on fait alors, du coup ? Qui a tort, qui a raison finalement ? On va dire que les deux ont raison. En tout cas, dans le concours, on va accepter les deux et
Nous, on conclut que le français, c'est une langue vivante qui évolue et bienveillante grâce à Guillaume, parce que sinon, on saute par la fenêtre. Je suppose que les dictionnaires vont converger un jour vers l'orthographe la plus courante qu'on va rencontrer. Mais c'est bien qu'il y en ait plusieurs, finalement, parce que ça laisse la possibilité aux gens de s'exprimer véritablement. D'être créatifs, bien sûr. Alors, page 25, ça, vous n'avez pas besoin de l'écrire, c'est mon arrière-grand-mère maternelle, et vous faites la réflexion. Le personnage parle de son arrière-grand-mère maternelle, et là, je me suis posé la question, mais laquelle ? Puisque autant quand on parle de la grand-mère maternelle, on est sûr qu'il n'y en a qu'une, mais les arrière-grand-mères maternelles, on en a deux. Et oui. Donc je ne sais pas si vous, Florence, avez... Oui, mais si vous avez le livre, vous allez voir qu'il y a une absence de peur, etc., etc. Donc finalement, on comprend. Oui, non, mais c'est pour vous chiner. C'est Guillaume. C'est Guillaume. Et puis il y avait Cameloté, carrément. Celui-là, vous ne le connaissez pas. Cameloté, voilà, il m'a interpellé parce qu'à ma connaissance, il n'était pas dans le dictionnaire. En tout cas, dans le dictionnaire, en un volume, Petit Rousse, Petit Robert. J'ai effectivement ouvert mes dictionnaires, je ne l'ai pas trouvé. C'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de l'employer. Au contraire, très bien, il est bienvenu. C'est très joli, Cameloté. Voilà. Et on le trouve dans d'autres dictionnaires, évidemment. Donc Cameloté, on peut l'écrire. Reprenez votre place, Guillaume, tranquillement. Et Florence, on va continuer la discussion. Alors, je disais... bravo Guillaume, hein, très beau travail, hein, c'est acrobatique. Répondance, non, ça va, ça t'a pas... Aussi, ça m'a interpellé. Je disais que le roman, il y a une unité de lieu. C'est cet immeuble qui, petit à petit, au fil des lettres d'Hectorine, se met à vivre. Alors, il y a Sarah, mais il y a toute une constellation de voisins que vous nous faites vivre. Et le roman épistolaire, qu'est-ce qu'il a de particulier, Florence ? De particulier, c'est-à-dire qu'il y a juste 2 personnes qui correspondent par le biais de courrier, déjà. Et moi, j'avais très envie d'utiliser cette forme de narration pour donner la possibilité à mes 2 protagonistes de pouvoir s'exprimer librement, sans distance, enfin justement avec une énorme distance qui leur permettait d'être vraiment libre, ce qu'elles sont et d'aller au bout de leurs idées, au bout de leurs émotions. Ah oui, ça fonctionne. Alors il y a autre chose qu'on a noté, évidemment, c'est des références à un certain monsieur qu'on va voir, que vous adorez. Il s'agit de Proust. Alors, je vais lire, page 37, cet extrait. « Avez-vous déjà fait l'exquise expérience de tremper une madeleine dans une tasse de thé aux agrumes ? Avez-vous pu éprouver le moelleux du gâteau gorgé de thé qui fond lentement sur la langue, éveille vos papilles et caresse au passage par ses saveurs subtiles votre palais ? » Point d'interrogation. Bon, là, la référence à la Madeleine de Proust, elle est directe, elle est totale. Alors, au risque de... embêter un petit peu les Proustiens, parce que je ne suis pas du tout proustienne. En vérité, il ne s'agissait pas de Madeleine chez Proust et ni de thé, puisque c'était une tisane. Alors, je crois que c'était un financier ou une espèce de gâteau qui devait le financier, s'en rapprocher. Mais voilà, c'était pas des Madeleines. Ouais. Mais vous adorez Proust, hein. Mais oui. Pourquoi ? Parce que c'est juste génial, voilà. Enfin, vous savez, quand on est amoureux quand on a des maîtres comme ça en littérature, c'est très compliqué de se mettre à écrire, parce que on se dit mon Dieu, mais comment mais pourquoi est-ce que je vais oser faire une chose pareille ? Et puis on continue d'aimer ces gens, on continue de les lire encore à des âges différents, et à chaque fois on s'aperçoit qu'on était passé à côté de quelque chose qui a une richesse absolument nourrissante, vraiment intellectuellement. Et puis je me dis, si j'ai envie d'écrire aussi, donc je fais quoi ? Alors on garde nos maîtres, qu'on continue de lire et d'aimer, et puis on se lance dans l'écriture en toute modestie. Voilà, on essaie humblement de marcher dans leurs pas. Et comme j'avais cette envie, cette nécessité d'écrire, de raconter des histoires, parce que j'écris depuis très longtemps, je raconte des histoires depuis longtemps, je me suis dit, tant pis, de toute façon, je ne suis pas là pour bouleverser la littérature. Et puis, si ça peut faire plaisir à des lecteurs, c'est merveilleux. Voilà. Et alors, vous dites que Proust, c'est un philosophe, un sociologue, enfin, il est tout. Laetitia, vous êtes un peu d'accord avec ça ? Oui. Et puis, alors, il y a la Madeleine, et évidemment... ce plateau est couvert de Madeleine aujourd'hui, grâce à Étienne qui nous en a amené. Alors Étienne, est-ce qu'il y a un secret pour faire une bonne Madeleine ? Alors le secret, c'est le produit en question. Il faut prendre déjà du bon beurre, du lait et surtout un bon miel. Alors là, ça sent très fort. C'est quoi comme miel ? Un miel de châtaignier qui est donc très fort. Et alors, vous avez le droit de mordre dedans. Allez-y, Guillaume, vous êtes tellement poli, Laetitia, mais bien sûr, moi aussi. Allons-y. Alors, pour les téléspectateurs, voilà, le moelleux. Alors, comment est-ce que moi, quand je fais une madeleine, Étienne, elle est dure. Comment on fait pour qu'elle soit aussi moelleuse ? Alors déjà, comme un financier, c'est quasiment la même chose, entre guillemets, à peu de choses près. Je dirais juste qu'il faut le faire au moins 24 heures à l'avance.
parce qu'on va utiliser du beurre fondu, il faut qu'il revienne, il faut que tout se fasse. Et surtout, vu qu'on va utiliser de la levure chimique, il faut absolument mettre son liquide chaud. Ça va du coup déclencher la levure. Allumer la levure en fait. C'est le moment où cette levure va commencer à se dire tiens, je vais pouvoir me nourrir, et au moment d'enfourner, même si l'appareil à madeleine sera froid, la levure va Mais je pensais qu'avec la levure chimique, c'était pas comme la levure, le levain, on n'avait pas besoin de chaud, mais si. Et du coup, en fait, c'est un peu le même état d'esprit. Les deux levures ont besoin d'avoir un peu de chaleur, entre guillemets, un petit peu. La levure boulangère, je dirais beaucoup moins, mais la levure chimique, il faut absolument, à un moment donné, dans un grand mélange, il faudra forcément quelque chose de chaud. Du coup, là, c'est le miel, le lait et le beurre. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que vous faites vous-même des madeleines, Florence? Alors c'est terrible, mais je suis une catastrophe en cuisine. Oui. J'arrive tout juste à faire cuire un œuf. Non, c'est pathétique. C'est bien, c'est pour ça que vous écrivez, donc vous racontez les madeleines. J'ai la chance de rencontrer des gens qui maîtrisent ça très bien. Après tout, chacun son truc, voilà, donc ça c'est formidable. Mais en tout cas, je trouve que dans le roman, il y a un côté doudou. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Laetitia. Ces madeleines que Hectorine continue à faire vaillamment aux agrumes et qu'elle offre à Sarah, comme une espèce de calumet de la paix, petit à petit vont faire fondre Sarah. Oui, et puis c'est une tradition. Aujourd'hui, ça s'est perdu. Quand on arrivait quelque part dans un immeuble, avant, on allait voir ses voisins pour se présenter, ou eux venaient nous offrir des douceurs pour que la vie soit douce dans cette nouvelle habitation. Et à 103 ans, je pense qu'elle a gardé cette tradition, et elle avait pour habitude de confectionner et d'offrir ses madeleines à toute nouvelle personne qui venait habiter dans l'immeuble. Ouais, en tout cas, c'est magnifique. Alors, je me tourne vers Étienne, parce qu'aujourd'hui, il y a les madeleines, mais il y a le baba. Racontez-moi le baba. Est-ce que c'est quelque chose de compliqué à faire déjà? Alors, c'est technique. Un petit peu, je dirais. C'est tout de suite moins difficile qu'une brioche, mais c'est un petit peu le même état d'esprit. Donc, du coup, c'est une pâte levée avec de la levure boulangère. On peut y mettre très peu de sucre et utiliser pareil un très bon miel, ça donnera toujours beaucoup de goût. Il faut que ce soit très aéré pour que justement ça puisse s'imbiber. Pour pas que ça soit étouffe chrétien. Voilà. Alors qu'est-ce que vous allez nous montrer aujourd'hui? Je vois des fraises et je vois un sirop. Absolument. Parce que c'est la saison des fraises. Donc vous allez nous montrer comment les pocher peut-être? Voilà, en fait l'idée c'est d'imbiber son baba. C'est ça la folie du baba, c'est qu'on peut quasiment le faire à absolument toutes les saveurs du coup. Ouais. Et l'idée c'est maintenant d'avoir un liquide d'imbibage du coup. Et là on va faire un extrait en fait, un jus de fraise tout bêtement. Qu'on utilise en bain-marie, j'en ai un qui est en train de se faire tout doucement. On va utiliser des fraises, qu'on a toujours des fraises qui sont en train de trop mûres par exemple. Ça s'abîme. On ne sait jamais quoi en faire. C'est très dommage du coup parce que c'est là le moment où la fraise aura le plus de goût. Alors elle n'est pas magnifique, mais elle est, en termes de goût, elle est magnifique par contre. Du coup, on l'utilise surtout pour les confitures. À un moment donné dans la saison, on aura fait beaucoup de confitures. Ce qui peut être bien, c'est de les congeler, par exemple. Vous enlevez la queue, vous les congelez, et quand vous avez besoin, par exemple, vous voulez faire, comme ici, nous, on va faire un baba. Si vous voulez faire, par exemple, des cocktails ou n'importe quelle chose, des salades de fruits, vous pouvez mettre un jus de fraise, c'est 1000 fois meilleur. Et même si vous voulez faire un sirop pour que ce soit plus désaltérant l'été, vous avez juste à faire un sirop comme je suis en train de faire là. Alors donc, je mets la fraise au bain-marie, c'est ça? Voilà, vous mettez la fraise au bain-marie. La fraise est délicate, je ne la choque pas. Voilà, il faut la laisser, le bain-marie, de toute façon, un bain-marie, quand il est à l'ébullition, il faut l'arrêter. D'accord. Alors le mieux, c'est de le couvrir, comme ça, alors là, vous le laissez une après-midi tranquillement, elles vont lâcher leur jus. C'est sans colorant, je tiens à le dire. C'est vraiment, mais c'est incroyable, la couleur. C'est le pigment, du coup. Et puis vous avez un super rhum arrangé, alors voilà. je précise avec modération, le rhum arrangé. C'est un rhum qui vient de Martinique, du coup, mais il est fait, les frères pirates, du coup, c'est des gens de vif qui s'occupent de ça. D'accord. Et qui sont d'une démarche assez incroyable. Ils font des rhums arrangés avec que des produits bio ou en agriculture raisonnée. Ici, c'est un rhum au kumbawa pour rappeler le citron vert. C'est très léger, c'est très épicé. Le kumbawa, c'est un agrume. C'est un agrume, voilà. C'est un peu plus petit que le citron vert. Et par contre, l'écorce est très très dur. Du coup, on va le râper, on va le garder qu'en infusion. Et puis ça va exploser voilà. Là, on va le ressentir tout doucement. Ça va se mélanger avec le citron vert. On va ressentir la fraise. Et voilà, c'est des gens vifs qui sont du coup pas très loin de Grenoble. Les frères pirates. Les frères pirates. Avec modération, mais délectation. Alors, je vais vous laisser surveiller ce magnifique jus et commencer à nous dresser les assiettes, parce Absolument, que vous savez que voilà, dans quelques minutes, je vais tendre la main pour attraper une assiette. Florence, on continue l'émission. Vous avez choisi une invitée parce que c'est la tradition. Alors, quand je vous ai dit, pour vous, qui symbolise Ensemble c'est mieux, vous m'avez répondu Esther. Eh bien, on accueille Esther de ma petite librairie. Sur une musique très dynamique, Open the Door.
Bienvenue Esther. Bonjour. Alors Open the Door, ouvrez surtout la porte des librairies, hein, c'était ça Exactement. le message. Bon, très bon choix de musique, très dynamique. Alors Esther, vous êtes libraire à Bourgoin et la librairie s'appelle Ma Petite Librairie. Tout à fait. On se connaît parce qu'on s'était rencontrés il y a quelques années avec grand plaisir lors de votre financement participatif. Mais tout d'abord, je vais quand même demander à Florence pourquoi avoir invité Esther. Parce que elle et son associée Marie-Laure elles font un travail exceptionnel pour que les librairies puissent continuer d'exister. C'est une librairie indépendante. On connaît un petit peu l'horreur des gros mastodontes, Amazon et compagnie. Et moi, je me bats pour que les gens continuent d'acheter des livres, mais surtout qu'ils aillent les acheter dans des librairies. En tant qu'auteur, c'est une chance que d'avoir des amis qui tiennent une librairie. Voilà, c'est important. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la librairie d'Esther et de Marie-Laure? On va voir des images. On est allé tourner des images il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette librairie? Parce que chaque petite librairie a quelque chose de particulier, une petite touche qui fait qu'on pousse la porte. Je ne sais pas. Enfin, moi, il y a eu de la lumière. En gros, je suis rentrée, mais voilà, ça s'est un peu passé comme ça. Mais une librairie, leur librairie est très belle d'abord, et ensuite, elle est pleine de livres magiques. C'est quand on est sur le seuil de cette librairie, c'est l'ouverture sur des multivers. C'est comme si on pouvait voyager partout. Mais voilà, et puis on est tout à fait bien accueillis, on est tout à fait bien conseillés, c'est chaleureux, c'est intelligent. Enfin, c'est une magnifique librairie et ce sont deux magnifiques libraires. Guillaume et Laetitia, vous poussez la porte des librairies encore? Ça vous arrive? Bien entendu, au moins tous les ans pour aller acheter des dictionnaires. Je consomme surtout ce genre de lecture. Mais... Et Laetitia? Oui, et nous avons encore de magnifiques endroits, heureusement, dans les petites villes. Alors, Esther, évidemment, je vais vous demander qu'est-ce qui vous lie à Florence, parce que j'ai demandé à Florence sa vision de vous, mais maintenant je vais vous demander votre vision de Florence. Oups. Eh oui, c'est ça, cette émission, c'est terrible. Non, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit par rapport à l'ambiance des librairies. Et c'est vrai que chaque librairie a son cachet propre. Mais chez nous, c'est avant tout, évidemment, l'accueil, mais aussi le côté nature de Marie-Laure et de moi-même, et la discussion qu'on peut avoir avec tout un chacun, que ce soit un auteur comme Florence, ou un petit garçon qui vient tout seul parce que sa maman lui dit va chercher un livre. C'est vraiment notre image à laquelle on tient. C'est discuter avec tout le monde, c'est découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouveaux livres aussi par l'intermédiaire de nos clients. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup. La simplicité. Et au passage, la richesse et l'échange aussi. Et bien sûr. Ah ben oui, c'est pour ça, ensemble c'est mieux, c'est vraiment, voilà, c'est parfait. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de l'appartement du dessous? Parce que j'ai vu qu'il était, sur les images, on voit qu'il était en bonne place avec une belle page de critique. Eh bien moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, même si avec Florence, on en a pas mal discuté. Oui. J'ai eu du mal comme avec Hectorine. Vous la trouvez un petit peu raide? Oui. Un petit peu raide. D'ailleurs, quand Florence est venue à la librairie pour rencontrer différentes personnes, des clients, et c'était vraiment très sympathique, elle m'a demandé de lire la première lettre. Oui. Et je ne sais pas si d'autres personnes ont lu cette façon la première lettre. Non, t'as été magnifique, c'était formidable. Parce que Lectorine en question, j'étais un petit peu... Oui, c'est normal. On en a parlé beaucoup mais c'est bien. De ça, mais c'est normal. Il y a du débat. Vous avez une surprise pour Florence. Vous avez amené un objet. Oui. Allez-y. Bon, j'en ai deux, mais le deuxième va aller très vite. Alors, quand Florence est venue, donc il y a, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois, après, toutes les personnes qui le voulaient, on est allé boire un petit coup dans un café juste à côté, manger quelques frites. Enfin, c'était très sympathique. Et Florence aime beaucoup. Allons-y, la surprise. Qu'est-ce que Florence aime beaucoup? Qu'est-ce que vous allez... Un joli papier. Ah
Voilà, mais c'est concret. Voilà. Florence est une bonne vivante. Je suis désolée, après non, les je suis pas madeleines, cuisinière, c'est terrifiant. Mais alors, qu'est-ce que je suis gourmande, c'est horrible. Et oui, ça fait partie des plaisirs de la vie avec des amis, un peu de littérature pour échanger. Ah bah oui, c'est l'équilibre parfait. Et puis voilà, un peu de saucisson, une saucisse sèche, quelques frites, ou et une puis madeleine, un bon vin ou une madeleine, ou voilà. Alors, toute petite chose, excusez-moi, c'est très rapide, elle va tout de suite comprendre. Je lui ai également ramené ceci. Ah, l'atome. Ah oui, oui, oui. Mais pourquoi donc? Parce que nous avons eu une discussion il n'y a pas si longtemps que ça non plus avec Florence où elle me disait que pour elle, toute chose vivante ou non est constituée d'atomes et que parfois ces atomes sont amenés à se rencontrer ou à se croiser. Et on a eu une discussion un peu physique sur... Physique, ésotérique. Oui, voilà. On peut partir... Alors, je parlerai du prix de vos lecteurs de la petite librairie après, parce que voilà, cette pile de livres de poche, ce prix que vous organisez, il faut continuer, j'en parlerai. Mais je me tourne maintenant vers Guillaume, parce qu'on va continuer le jeu avec vous, Guillaume. Alors, maintenant, on va parler des mots de l'actu, et puis on va faire un petit quiz. Le fameux quiz que vous nous aviez fait épeler la dernière fois. Donc je vais vous laisser rejoindre à nouveau le tableau. Alors les mots de l'actu, Guillaume, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors je vous propose le mot e-santé. 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 Alors e-santé, c'est un mot qu'on emploie souvent. Ça veut dire quoi pour ceux qui... C'est la santé avec les nouvelles technologies, santé à distance, etc. Ouais. C'est un mot que j'ai énormément entendu la semaine dernière parce qu'il y avait un salon à Paris, le salon Vivatech, où on présente toutes ces nouvelles technologies. Et j'entendais toujours les gens parler de la e-santé. De la e-santé, etc. La e-santé. Or, tous les mots qui commencent par i, comme e-commerce, e-réputation, doivent s'employer avec l'élision. On doit dire l'e-santé. L'e-commerce. Tout simplement. L'e-réputation, l'email. On ne va pas dire le email. Voilà, c'est pas parce que c'est moderne qu'il faut le déformer. Il y a une règle. Exactement. Alors, les mots que tout le monde connaît, mais qui sont difficiles à écrire, qu'avez-vous choisi pour nous aujourd'hui? En référence au titre du roman de Florence, je vous propose d'écrire sans dessus-dessous. Sans dessus-dessous, on va réfléchir les uns et les autres. Sans dessus-dessous, collectivement. Alors, sans dessus-dessous, c'est épouvantable, je ne sais pas où mettre les tirets, là, à vrai dire. Laetitia, est-ce que... Je ne dirais pas qu'il y ait... Je pense pas qu'il y ait de tiré. Par contre, voilà, moi je connais la petite homophonie entre sans S-A-N-S et sens S-E-N-S. Et en fait, l'expression vient de sens dessus-dessous, si je me souviens bien. De S-E-N-S. Voilà. C'est ça la difficulté. D'accord. Voilà, ça s'écrit sans dessus-dessous, S-E-N-S et non pas S-A-N-S. Moi, on pourrait dire, faux. comme il n'y a ni dessus ni dessous, et que tout est à l'envers, on aurait pu être tenté d'écrire S-A-N-S. Mais il n'en est rien, c'est S-E-N-S. Et alors le second mot, vous avez le droit de retourner la feuille, parce que là, vous nous avez fait bien travailler. Le dernier, c'est un piège, forcément, Guillaume. Alors, je vais l'écrire tout à l'heure, je vous propose le mot guet-apens. 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 Mot que tout le monde connaît, mais au moment de l'écrire, c'est déjà plus compliqué. Ah oui, oui, oui. G-U-E-T. G-U-E-T, oui. Ensuite, trait d'union, vous diriez, Esther? Exact. Un seul P. Allons-y, Guillaume. C'est ça. A-P-E-N-S. A-P-E-N-S. Ah bah voilà. Donc, Étienne, guet-apens. Pareil. Bravo Guillaume, reprenez votre place. On va maintenant s'offrir. toute la classe 10 sur 10. Vous reviendrez, mais merci pour ces petits choses-trappes et cette petite remise à niveau. Laetitia, c'est maintenant le moment de faire ce tirage que vous nous avez proposé. Vous proposez, alors très simplifié, hein, Florence, vous faites ça en fin de conférence, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Donc il s'agit simplement d'un petit état des lieux de là où nous en sommes aujourd'hui. Excellent. On pousse un peu les madeleines. Donc je vous laisse gérer, Laetitia. Et si on a le temps, bien sûr, Esther, vous en tirerez une. Alors je tire une carte au hasard. S'il vous plaît. Il n'y a pas de main Non, je crois que celle qui doit sortir va sortir. Voilà. Alors je vous laisse la retourner, en dire quelques mots. Alors, je ne connais pas bien la signification. Je dois en parler ou pas? Il faut la montrer. Voilà. C'est le pendu. On va la voir. Je ne sais pas si c'est très positif tout ça. Ça dépend. Il y a différentes interprétations. Toutes positives, à mon sens. Et elle parlerait de quelle énergie pour vous? La tête. La tête est à l'envers. En fait, il y a quelque chose qui peut lâcher aussi et qui peut être vu sous un autre angle. Cette carte, elle parle de lâcher prise et de cet abandon dans lequel il me semble que vous êtes, à vous laisser traverser par ce qui est. Ah, c'est rigolo. Mais oui, c'est positif. Ensuite. J'en tire encore une? Non, c'est au tour de Guillaume. Ah oui, Guillaume, il faut y aller.
La justice. Ah ah. La justice, le justicier des mots. Exactement. Oui. Mais elle vous va bien parce que vous êtes dans cette rectitude, dans cette justesse et l'équilibre en même temps. Elle vous caractérise assez bien également. Étienne, vous tentez l'aventure? Ah, l'impératrice. L'impératrice. Oh, c'est extraordinaire. Presque. Oui. Ben, un petit mot? Je sais pas, je sais pas, la rigueur, je sais pas. Elle est très créative en fait, l'impératrice, et ça vous va bien étant donné ce que vous êtes en train de nous présenter. Cette créativité, cette communication aussi. Parfait. Bon, bah, Laetitia, je crois qu'il nous reste encore un petit peu de temps pour proposer une carte à Esther. Ce qu'on peut dire pendant que vous reprenez votre place, c'est que hier, Étienne est venu répéter et qu'il a tiré la carte 2 fois. Empereur. Empereur à 2 reprises. Donc aujourd'hui, impératrice. C'est quand même magnifique. Hein. Bah, c'est magique. Il se passe quelque chose de magique sur le plateau. D'où l'émotion. Alors Esther, c'est à vous. Waouh. Vaste programme. C'est quoi? Le Monde. Le Monde. Oh bah, ça vous va bien aussi. Ça doit tellement bien. Voilà. La librairie, Le Monde. 21e arcane est vraiment quelque chose de l'épanouissement et du rayonnement et de prendre toute sa place. Donc, c'est génial. Oui, bah oui, c'est génial. Le jeu de Laetitia, le jeu de la vie est absolument génial. Et ce que disait Florence de la librairie, quand on pousse une porte, on ouvre la porte sur 1000 univers, bah, voilà, c'est le monde. Splendide. Petite surprise et petit cadeau pour Florence. Alors, le week-end a été pluvieux et nous avons fait travailler Laetitia, qui a fait ce portrait de vous. Mais c'est sa façon à elle de vous voir. Sans m'avoir vu jamais. Et sans vous connaître, oui. Non. Et à travers l'écriture? Une photo. Et avant de vous lire en plus. Donc, oui, et alors, elle a plongé dans son cœur et elle a écrit ces phrases. Au cœur du cœur, il y a le germe, cet élan qui naît au plus profond de l'intime, qui nous pousse à écrire, faire naître les pages. Puis au-delà de nous, il y a le souffle, l'inspiration qui nous traverse, qui sublime l'œuvre. Et l'artiste. Bravo, c'est magnifique parce que c'est ma définition de l'écriture. C'est incroyable. Et en lisant le livre ensuite, je me suis dit, bah oui, c'est sans doute le portrait qui était pour elle. Mais lorsqu'on se laisse traverser... Ah oui, d'accord. Ah, c'est magnifique. C'est pour moi? Bah oui, cadeau. C'est une émission, il y a plein de cadeaux. Oui, alors allez-y. Donc Florence se déplace. Hop, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Et toc. Et je me retourne vers le chef. Et vous avez fait les jolies virgules de crème chantilly sur les babas. On l'a pas vu? Oui, c'est énorme. Ah bah oui, c'est un magicien. Ben, c'est un magicien, ouais. Alors, je vais tendre un bras et attraper une assiette. Et puis, Pascal va venir faire ce qu'on appelle la caméra volante. Magnifique. Je vais en passer une par ici. Pascal, ça va bien se passer. Oh, la tuerie mondiale. Voilà pour toi. Il y a même les initiales. Il y a les initiales, mais oui, Étienne est un artiste. C'est incroyable. Voilà, Pascal. Un artiste signe son œuvre. Ah bah en fait, l'idée c'était ça. C'est un côté ludique. On sait où il a été fait. Voilà. Ah, c'est absolument. Alors, il y a d'abord le parfum extraordinaire qui monte, qui nous enveloppe, Et qui est-ce qui va oser Vous avez une cuillère, Étienne aussi. Vous allez goûter. Elle est là. Alors, allez-y, croquez. Moi, pendant tu que vous point. Il faut partager. Allez. Voilà, mais c'est une émission de partage. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie d'embêter Étienne. Alors, il me reste un petit peu de temps, Esther, pour parler de votre prix. Qu'est-ce que c'est que tous ces livres de poche que vous m'avez amenés? Les passeurs de livres, Demain c'est loin, Les 8 montagnes, Sucre noir, Le destin extraordinaire de Tommy. Bref, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, après notre financement participatif auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, des clients ont voulu nous aider et ont créé une association, les Amis de ma petite librairie. Oui. Et ils nous ont dit, ce serait bien de faire un prix des Amis de ma petite librairie. Donc, ils ont demandé à Marie-Laure et à moi-même de choisir 6 livres de poche avec des thématiques différentes. Et voilà, donc tout le monde peut participer. Et vous avez un site qui est très bien fait, Ma Petite Librairie, c'est ça, où on peut retrouver tous ces titres. Et ce qui est très bien, c'est que c'est des livres de poche, donc accessibles. Voilà. Je vais les montrer, je vais faire un éventail de livres. Voilà, je sais si vous voulez voter, c'est juste... Alors, on peut tous voter.
au mois de septembre. D'accord, ah ben oui, c'est parfait pour l'été. Voilà. Et c'est pour tous les goûts. Bravo. Tous les goûts. Alors, est-ce que vous avez goûté? Je vois Guillaume, je fais tomber les livres, pardon. Ouais. Et Étienne m'a donné la façon dont il faut couper. Voilà, il faut vraiment aller au milieu, parce que du coup... Vous voulez dire comme ça, mais on n'ose pas. On n'ose pas détruire votre baba. En fait, vous avez un confit de fraises au milieu, qui rappelle le côté fraise fraîche. Moi, je mange pas avoir peur de piocher. Vous êtes parti, mais c'est très bien. C'est très bien, Guillaume. Alors, mesdames, est-ce que vous avez plongé au cœur du baba? Succulent. Comment est-ce qu'on vous êtes des littéraires? Comment est-ce qu'on pourrait décrire avec les mots ce que vous ressentez, Florence? Oh, c'est absolument divin. Bon, sublissime. Sublissime. Bon, Étienne, formidable. Voilà. Vous nous avez embarqué. Extra. C'est vraiment très bon. C'est vrai. Oui. Alors moi, j'ose pas le toucher parce que je dois faire une photo après pour les réseaux sociaux. Et donc, je veux pas démolir cette... Ah, d'accord. Bon. Celui-ci est déjà... Oh, d'accord. Ah, celui-là, il est déjà un peu démoli. Oui, celui-là a déjà pris un petit... Ah, bah, oui. C'est très subtil, hein. C'est incroyable. Mais la belle pâtisserie, c'est ça. Alors ça, on le retrouve à partir de cette semaine en boutique. À partir de vendredi, ouais. Vous nous l'avez fait découvrir en avant-première pour Ensemble, c'est mieux. Absolument. Alors, parfait pour la fête des mères. Il faut absolument que les gens viennent vous voir pour goûter cet instant magique. Ça vous plaît? Et je trouve que pour la fête des mères en plus, formidable. Alors, je vais travailler un petit peu, la bouche pleine, mais c'est pas grave. Dans cette émission, il y a un jeu. Alors la question, on l'a écrite ensemble avec Florence. Où est née Hectorine, la formidable héroïne du roman de Florence? Paris, Berlin, Dublin, Barcelone. Bon, Dublin, Berlin, Barcelone, Paris. Si vous avez la réponse, vous filez sur notre site aura.france3.fr. Et qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, on va gagner, bien évidemment, le livre de Florence Erlemann, L'appartement du dessous, un titre presque familier. Oui. C'est fait exprès, j'imagine. C'est parce que tout se passe dans cet appartement du dessous, en fait. Tout vient de là. Qu'on parle aussi. Et puis oui, c'est un langage familier, oui, effectivement, voilà. C'est publié chez Albin Michel. Chez Albin Michel. Voilà. Et combien de pages et combien de lettres échangées? 251. 200... je crois qu'il y a une quarantaine de lettres, je ne sais plus bien. Vous l'avez écrit en combien de temps? Il y a eu 2 écritures. Il y a eu un premier jet et beaucoup de documentation, donc ça fait perdre beaucoup de temps dans l'écriture. Mais j'ai mis à peu près 8 mois. Et est-ce que le prochain est en germination? Eh oui, c'est terrible, ça s'arrête jamais. C'est infernal. Et oui, je suis en état de gestation en permanence. Ouais. Et donc, oui, je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. En 3 mots. C'est la surprise. Et puis parce que, pour être très honnête avec vous, je ne suis pas du tout comme ces auteurs qui sont disciplinés à se lever à une heure fixe, à travailler tant d'heures, etc., etc. Moi, ça ne se passe pas comme ça. J'ai mes personnages qui arrivent, un peu en force. Ils s'installent, ils me racontent leur histoire et je vis avec eux toute la journée. Et puis, à un moment donné, sur plusieurs mois, il faut que j'écrive. Donc, c'est ce qu'on appelle le premier jet. Et ça va, c'est vraiment du bonheur. Vraiment. Alors, ça devient plus compliqué une fois que le premier jet est posé parce qu'il faut revenir dans le corpus. Et là, on est saisi par le doute, l'angoisse. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est intéressant? Là, c'est terrible. Voilà. Mais je ne vais pas me plaindre. Mais alors, vous parliez de ces auteurs très disciplinés et tout. Votre rêve, ce serait de vivre de votre plume. Mais je crois que c'est le rêve de tous les auteurs, de ne faire que ça. C'est-à-dire avoir... du temps et pour lire, parce que c'est compliqué de trouver du temps pour lire, lire, écrire, faire des expositions, écouter de la musique, parce que toutes ces choses sont des vecteurs d'émotion, et c'est de cette manière qu'on se nourrit pour en faire une espèce de matière qu'on va retravailler après. Quoi. Mais un peu comme le sculpteur, le modeleur. Ce qu'on peut dire aux téléspectateurs, c'est qu'autour de ce livre, il se passe quelque chose. Vous savez, c'est comme les films qui mènent leur vie. Au départ, ça démarre comme ça, tout doucement. Et autour de ce livre, il y a comme une espèce de sortilège. Alors d'abord, parce que quand on ouvre, on tombe dedans et on va jusqu'au bout, c'est vrai. Mais il y a... il fait un peu boule de neige. C'est incroyable. Ouais. Et j'en parlais avec Esther et Marie-Laure. Il y a de la magie dans ce livre.
je ne me l'explique pas. Et voilà, ce sont des choses qui m'arrivent comme ça, donc je ne fais que retranscrire. Mais effectivement, ce personnage a quelque chose d'incroyable parce qu'elle est porteuse d'une énergie, d'une volonté, d'une sagesse qui touche énormément de gens. Et je pense que dans une époque un peu sombre dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est un peu une espèce de lumière et ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Florence. J'espère que vous avez apprécié ce voyage avec nous au pays du Baba, des Madeleines, des Chlorines. Merci à vous, Guillaume, de nous avoir un petit peu terrorisés. Mais vous reviendrez pour de nouveaux guet-apens. Avec grand plaisir. Mais avec grand plaisir, on vous accueille. Peut-être la dictée des collèges qui arrive. Vous allez participer à la dictée des collèges? Oui, d'une manière ou d'une autre, certainement. Et puis sinon, orthodidacte. Étienne Culot, place championnet à Grenoble. Écoutez, on a adopté votre baba. Donc, je vais croquer dedans dès que le générique va démarrer. Esther, merci d'être venue jusqu'à nous. Donc, Ma Petite Librairie, on peut voter sur le site de Ma Petite Librairie pour ce prix pendant tout l'été. Merci de parler des librairies indépendantes. Écoutez, c'est normal et c'est notre plaisir et c'est notre rôle aussi, c'est notre mission. Et Laetitia, révélez l'instant, on peut vous consulter, on peut venir jusqu'à vous, ou on peut vous consulter pour toute question et puis pour apprendre à manier ce très très joli jeu de la vie. Merci. Voilà, et on souhaite qu'il mène aussi sa route avec le battleur qui mène la danse. Merci. Alors, lundi, évidemment, la vie continue. On retrouve Karine et Alain pour un très joli sommaire qui nous parlera de burn-out parental. En sous-titre, Chérie, j'en peux plus des gosses. Je crois que ça nous est tous arrivé, n'est-ce pas ? Chérie, j'en peux plus des gosses. Côté cuisine, le brunch, c'est très sympathique. Et puis, on parlera de la pêche, notamment avec notre ami Jérôme Doumingue, grand pêcheur devant l'Éternel. Excellent week-end à vous tous. Évidemment, bonne fête à toutes les mamans. J'embrasse la mienne tout particulièrement. Ciao, ciao.